Allons maintenant à Cannes pour connaître le palmarès du festival. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes. Je suis David Honora et ça y est, le 72e Festival de Cannes est terminé. La cérémonie de clôture a eu lieu, suivie de ce qui a été rebaptisé cette année la dernière séance. Et donc, comme dirait Eddie Mitchell, le rideau sur l'écran est tombé. Je sais pas pourquoi j'ai mis Trono quand j'essaye de chanter Eddie Mitchell. C'est tombé, je crois que c'est levé. Oui, je sais pas. Non, c'est tombé. Non, si, c'est la fin, c'est la dernière. C'est aussi la fin pour moi, je ne sais plus. Donc voilà, avec moi, vous l'avez reconnu, la dernière survivante de l'équipe Nos Ciné, Perrine Kenson, qui va m'aider à commenter ce qui est tombé hier, en plus du rideau sur l'écran, le palmarès. Salut. Oui, c'est vrai, je te dis bonjour, je continue à parler. Le palmarès du jury d'Alejandro González Iñárritu, qui a rendu son verdict et qui a récompensé pas mal de monde, parce qu'il y a eu des ex-aequo, des accessites, des choses comme ça. D'ailleurs, est-ce que je peux juste commenter ça ? Ça et un certain regard, on a quand même une sensation de l'école des fans, c'est-à-dire que c'est un petit peu tout le monde à son prix, hein, faudrait peut-être pas vexer bidule et machin. Donc il y avait un petit côté école des fans du côté des récompenses. Hein. Ouais, sur un certain regard, c'est encore plus le cas, parce que pour le coup, ils peuvent inventer les prix. Donc il n'y a pas à part le prix principal du certain regard qui a été remis au film brésilien La vie invisible d'Eurydice Gusmão, qui est d'Eurydice. Tu veux pas le faire en Bacurau? C'est très dur à prononcer. Eurydice Gusmão. Ouais, voilà. Qui est un très beau film d'ailleurs que j'ai vu justement à l'occasion de la remise des prix à un certain regard, un film brésilien qui sort en décembre. Et on va tout de suite enchaîner avec le palmarès. Et le palmarès remis lors de la cérémonie de clôture commence avec la Caméra d'Or. La Caméra d'Or, c'est un autre jury qui la remet. Un jury qui, cette année, était présidé par Riti Pan. Et la Caméra d'Or, ça récompense le meilleur premier film, toutes sélections confondues. Et il est revenu à Nuestras Madres de César Diaz, un film guatémaltèque qui était à la Semaine de la Critique et qui porte sur un travail de mémoire sur les victimes de la guerre civile au Guatemala. Alors, personne, je crois, dans l'équipe a eu l'occasion de le voir. On sait qu'il y avait quelques autres films qui étaient entre guillemets shortlistés pour le prix, notamment J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, le film d'animation à la semaine que tu avais vu, Perrine, recommandé, qui a été plutôt très, très bien reçu et qui a eu un prix à la Semaine de la Critique d'ailleurs, le prix principal. Ouais. Et il a eu le prix du jury de la Semaine de la Critique. Enfin, je sais plus qui présidait. Le président le jury de Ciro Guerra. Ouais. Et puis dans les autres films pressentis et les autres premiers films pressentis pour la Caméra d'Or, il y avait Les Misérables de Lajli, dont on va reparler un petit peu plus tard puisqu'il figure au palmarès, mais on sait que finalement aucun film en compétition n'a jamais eu la Caméra d'Or. Exactement. Et ça s'est répété cette année. Alors on va reprendre le palmarès un peu comme à la cérémonie en partant par le bas, et on commence par la mention spéciale qui est revenue à Elia Suleiman et son film It Must Be Heaven, un film que par ailleurs on n'a pas vu parce qu'il a été projeté en toute fin de festival et à moitié à cheval sur d'autres projections. Ouais. Moi j'ai essayé d'y aller et c'était trop short avec la projection du film de Justine Triet et je n'ai pas pu rentrer. Je sais que Hugo de l'équipe l'a vu, a trouvé ça plutôt marrant. C'est une sorte de scénette. C'est une sorte de Jacques Tati. Ouais. Jacques Tati, d'ailleurs, je me demandé, je ne sais plus la nationalité d'Elia Suleiman, c'est terrible. Il est palestinien, je crois. Palestinien, exactement. Voilà. De Jacques Tati palestinien, où il se balade dans plusieurs endroits, où il regarde l'absurdité du monde et des gens avec une espèce de... Emmué, lui ne parle pas. Et il exprime tout avec son visage, et il a ce côté un petit peu, entre Jacques Tati, Buster Keaton et Charlie Chaplin, en fait, en regardant les gens être absurdes. Notamment, il y a des séquences à Paris dans le film, visiblement, où il regarde l'absurdité de Paris, et le métro, par exemple, où les gens se poussent. Voilà, des choses comme ça. De ce qu'on lit dans le dossier de presse, l'idée, c'est il a fait des films pour montrer de quelle manière la situation en Palestine synthétisait la situation du monde, et que là sa démarche est inversée, c'est-à-dire qu'il va à Paris, il va à New York, et il montre que d'une certaine manière un peu dans le monde entier on retrouve certaines des choses qu'il observe en Palestine. On enchaîne avec le prix du jury. Juste, je reviens sur la mention spéciale. Pendant la cérémonie, c'était quand même un petit peu étrange ce moment de mention spéciale. Oui. Il y a
Personne s'y attendait, et surtout pas Elia Suleiman, je pense. Et résultat, quand il est monté sur scène récupérer sa mention, il a fait un discours très très court, très très sec, qui était un peu étonnant parce que c'est pas quelqu'un visiblement désagréable. Mais là, c'était vraiment, on sent que le discours n'était pas prêt pour ce type de récompense, et il y a une zone de flottement qui était un peu étrange. Oui, c'est vrai que pour préciser, juste la mention spéciale, c'est quelque chose qui est rajouté. C'est-à-dire que du coup, pour toutes les personnes qui ont été entre guillemets rappelées, alors lui, il n'a pas été rappelé puisqu'il était toujours à Cannes, puisque le film venait d'être présenté. Mais quand on est invité à la cérémonie et qu'on avait un film en compétition, on s'attend à un prix. Et du coup, là, la surprise, c'est de dire, en fait, c'est un petit prix, un sous-prix en plus qui est créé pour l'occasion. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On parlera des absents à la fin qui n'ont rien eu du tout. Et on enchaîne du coup avec le prix du jury, qui a été un ex-aequo. Alors, je ne sais pas ce que tu penses, toi, Perrine, des ex-aequo. Je suis pas trop pour. Et puis surtout, vu les deux qui ont gagné... D'une certaine façon, les deux qui ont été mis ensemble... Il y a une certaine logique, parce qu'ils ont des thématiques assez similaires. Donc c'est Les Misérables de Lajli, dont on parlait tout à l'heure, premier film français qui se passe à Montfermeil. On en a parlé je vous renvoie à la première émission du spécial Cannes de cette année. Et l'autre film, c'est Bacurau de Kleber Mendoza Filho et Giuliano Dornelles. Qui étaient projetés les deux le même jour à Cannes, d'ailleurs. Oui, en tout début de festival. Et qui ont des thématiques assez similaires. Même si moi je préfère le Lajli, et que je trouve ça un peu dommage, toujours un petit peu dommage les ex-aequo de ce point de vue-là, même si là ça a un petit peu de sens, quoi. Ouais, c'est vrai que ça minimise un peu le prix parce que déjà les lauréats montent en même temps sur scène, donc ils se partagent un peu le discours, il y a un petit peu de flottement. Après, je pense que les deux sont quand même très contents. Pour Kleber Mendoza, c'était sa deuxième fois en compétition et il n'avait rien eu pour Aquarius, qui cette année avait été très apprécié. Donc voilà, c'est des prix assez logiques. Ce qui nous a paru un petit peu moins logique, c'est le prix suivant, le prix de la mise en scène, qui a été remis aux frères Dardenne dans une année où on a trouvé le niveau général très élevé. Déjà, c'est un choix, une prise de position en termes de cinéma de glorifier la mise en scène des frères Dardenne qui parfois est très bonne, mais qui est quand même un type de cinéma un peu particulier. Et là, on a un peu tous trouvé que c'était plutôt un tout petit film des frères Dardenne, Le jeune Ahmed, et qui a décroché donc le prix de la mise en scène face à Diao Yinan, face à Bellocchio, à Tarantino, à pas mal de monde. Ça n'a aucun sens, soyons honnêtes. J'ai rien contre les Dardenne, mais bon, au niveau de la mise en scène, c'est quand même un petit peu... c'est de la mise en scène de tisane. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus grand-chose qui... Et surtout, peut-être aussi, on est très habitué à ce type de mise en scène des Dardennes. Il n'y a rien de particulièrement nouveau. C'est très proche du réel, c'est très... mais c'est pas... Enfin, je sais pas, non, il y a rien qui est stupéfiant. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a les Dardennes à Cannes, il faut qu'ils soient récompensés d'une manière ou d'une autre. Je sais pas qui ils tiennent en otage quelque part, mais c'est quand même bizarre, parce que là, c'était... Vraiment, quand on voit ce film-là et qu'on voit à côté, comme tu les as cités, Diao Yinan ou le Bellocchio, que moi j'avais découvert le matin même, j'avais dû me refaire des rattrapages, qui est pour moi absolument stupéfiant. Je trouve ça incroyable qu'à la fin on récompense le jeune Ahmed, quoi. C'est quand même fabuleux. Et effectivement, les Dardennes, c'est impressionnant parce que ils ont presque systématiquement remporté un prix à Cannes depuis leur Palme d'Or pour Rosetta. Et il y avait eu une exception, c'était justement, je crois, leur dernier passage en compétition avec le film avec Adèle Haenel. La jeune fille, la fille inconnue. La fille inconnue, voilà, qui n'avait pas eu de prix, mais jusque-là, ils remportaient systématiquement un prix. Et donc, ils reprennent leur rythme habituel. Je dis, il y a un contrat chelou qui est bizarre. De manière quand même très très bizarre. Assez étonnante, et pour le coup l'autre prix qui nous a un petit peu étonné, un petit peu déçu, parce qu'on était plusieurs à espérer qu'elle ait un prix un petit peu plus important, c'est Céline Sciamma qui a eu le prix du scénario pour Portrait de la jeune fille en feu. Moi je trouve que le problème entre guillemets, c'est que son film pouvait un peu prétendre à tous les prix, notamment au prix du scénario. C'est un film très bien écrit, avec justement
des codes de scénario. Tu avais parlé dans l'émission au moment où nous, on ne l'avait pas encore vu, de l'histoire, par exemple, de la page 28, qui est vraiment un truc de scénario très, très, très bien écrit. On aurait pu peut-être espérer un prix d'interprétation, voire un double prix d'interprétation pour ces actrices. Ah oui, moi j'étais pour Noémie Merlan. Enfin, je comprends pas. Non, moi, le scénario, j'ai rien contre le scénario du Siama. C'est juste que honnêtement, l'histoire étant bien écrite, encore une fois, mais je trouve qu'elle est mieux réalisée qu'écrite en réalité, mieux interprétée qu'écrite. Parce que je trouve que l'histoire, finalement, est très proche, je l'avais dit, que très proche de Call Me By Your Name, avec des réflexes de Call Me By Your Name. Et j'ai l'impression qu'on récompense une deuxième fois le scénario de Call Me By Your Name, qui avait eu le prix du scénario aux Oscars. Et je suis un peu déçue pour le film en lui-même, parce que je pense qu'il ne se résume pas qu'à son histoire, il est bien plus puissant que cette histoire-là, en réalité. Et notamment Noémie Merlan, j'avoue, les bras m'en sont tombés quand j'ai entendu le prix du scénario. J'étais très déçue. Moi, je trouve que c'est, toujours dans la logique de c'est mieux d'avoir un prix que rien du tout, et que pour le coup, c'est quand même une des grosses forces du film, c'est son scénario, parce que c'est ce qui permet vraiment de maintenir en attention. Il y a quelque chose aussi qui est, on a parlé un petit peu après, c'est un film qui continue à travailler assez longtemps après la projection, et ça, je trouve que ça repose en partie sur l'interprétation, clairement, parce que ce soit Noémie Merlan ou Adèle Haenel, elles sont vraiment formidables dans le film, mais aussi beaucoup sur sa construction, notamment en fait, le film est écrit sur une sorte de béance, c'est-à-dire qu'on commence chronologiquement pendant un cours de dessin, puis on est dans les souvenirs de Noémie Merlan, et on revient à elle sur l'histoire d'un tableau, quoi. À la fin du film, sur l'histoire d'un tableau, et en fait toute la progression qui a eu lieu peut-être en temps réel, en quelques secondes, quelques minutes dans sa tête, a un impact très fort sur la fin. Sur la séquence finale. Et sur la séquence finale. Et tout ça, c'est des effets d'écriture qui fonctionnent très bien. Donc voilà, il aurait fallu faire un scénario un petit peu moins bien pour peut-être avoir un meilleur prix. Et encore, voilà, c'est un prix qui, pour le coup, me paraît pas totalement à côté de la plaque, contrairement au prix de la mise en scène. Ah oui, non, prix de la mise en scène, c'est juste n'importe quoi. Mais le Siama, c'est pas à côté de la plaque, c'est juste dommage. Alors, un prix qui nous paraît, je dirais pas à côté de la plaque, parce que ça serait comment dire, pas très sympa pour Émilie Bicham, qui a eu le prix d'interprétation féminine, mais c'est un style. C'est un style de jeu. C'était pas mon prix. Le prix d'interprétation féminine, il y avait quand même du monde au portillon. Donc on a parlé des deux actrices de Siama. Il y avait l'actrice du Ken Loach. Il y avait Virginie Efira. Il y avait Virginie Efira. Il y avait pas mal de monde. Il y avait l'actrice du Malik aussi. On m'a dit qu'elle était extraordinaire. On avait pas mal parlé. Même Margot Robbie, qui a un peu de présence à l'écran, mais voilà, un très beau rôle. Elle le fait très bien. Et donc, c'est Émilie Bicham dans Little Joe qui a eu le prix. Et moi, je me dis que ça correspond, à mon avis, au style de jeu qui plaît à plusieurs membres du jury. Je pense à Lantimos, je pense à Kelly Reichardt, je pense même peut-être à Elle Fanning. C'est un jeu très contenu, avec le minimum d'effets possible. Voilà, je sais pas ce que t'as. J'ai pas vu. J'ai pas vu Little Joe, donc je ne sais pas ce que fait Bicham dedans. Elle fait le minimum syndical. Oui. Après, je l'avais vu dans d'autres films, Émilie Bicham, et c'est une bonne actrice, c'est pas la question, mais encore une fois, c'était pas ma palme, quoi. C'était pas ma palme d'interprétation. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense aussi dans les autres noms qu'on avait évoqués, moi, j'avais pensé à Ophélie Beau pour son rôle dans Make to My Love Intermezzo. Et là, on est clairement à l'opposé, quoi. C'est vraiment deux conceptions du jeu qui s'opposent, entre quelque chose qui est très contenu, très maîtrisé, versus pour Ophélie Beau le fait de se livrer totalement. Voilà, ça se défend, et je trouve que c'est conforme finalement, en y repensant, à ce qui semble plaire à ce jury.
On arrive au prix d'interprétation masculine qui, là, était assez logique, assez attendu. On en avait parlé. Le seul truc, c'est que ça prive Pedro Almodovar. Il faut rappeler que maintenant, dans les palmarès cannois, si un film a un prix, il ne peut pas prétendre à d'autres prix. On n'a pas de multi-prix pour un seul film. Un film, un prix. C'est un peu l'idée. Tout le côté école des fans. Et du coup, c'est Antonio Banderas pour Douleur et gloire, qui du coup, à travers lui, récompense encore une fois Pedro Almodovar, puisqu'en plus, il l'a dit dans son l'incarne. discours. C'est très joli. Donc voilà, c'est pour le coup, il y avait peut-être un peu moins de concurrence sur le prix d'interprétation masculine. L'acteur de Malik. Moi, j'étais sur l'acteur du Bellocchio, Pier Francesco Favone, je crois que c'est ça son nom. Favone, moi j'étais pas sur lui aussi, mais clairement, Antonio Banderas, c'était attendu. Il fallait voir la réaction de la salle, en fait. Les gens, quand il a eu le prix, les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très contents. Enfin, il y avait quelque chose où c'était à l'unanimité. Banderas, ça faisait pas de doute, quoi. Et lui-même était particulièrement ému. On sent que c'était un prix qu'il attendait d'une certaine façon et qu'il voit ça comme une récompense de toute sa carrière. Il était particulièrement ému sur scène. Ouais, et puis c'est aussi en plus un style de jeu et un type de personnage qui tranche un peu avec ce qu'il a pu faire par le passé, et en particulier avec Almodovar. Donc voilà, ça récompense à la fois ce film, à la fois la carrière d'Almodovar, à la fois la carrière de Banderas. Mais du coup, on en reparlera un tout petit peu après. Pedro n'a pas eu, toujours pas eu la Palme d'Or. Et on arrive au Grand Prix. Qui a été remis à un premier film, Atlantique, de Mati Diop, qui raconte l'histoire d'ouvriers au Sénégal, à Dakar, qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois et qui décident de partir dans une pirogue pour traverser vers l'Europe et qui reviennent en fait, malheureusement ils disparaissent en mer et ils reviennent hanter à travers les corps, des corps féminins, les personnes qui sont restées. C'est un film assez étrange dans la forme, assez original, je trouve. Ça reste un petit film qui justement n'abuse pas de ses effets et reste très subtil, notamment dans la manière dont le fantastique arrive dans le film. Ce qui a été commenté aussi, c'est que c'était la première femme noire en compétition à Cannes, et donc de fait c'est la première à être récompensée par un très beau prix. C'est un très beau prix. En gros, c'est la médaille d'argent. C'est ça. Voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé. J'ai pas vu Atlantique non plus. Ah oui, j'avais ce doute. Le palmarès des films que j'ai pas vus. J'hésitais à te lancer et je me disais est-ce qu'elle l'a vu, est-ce qu'elle l'a vu. Donc bien rattrapé. Ouais, je trouve que c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose avec le palmarès cannois qui fait que clairement il y a un gap énorme entre la Palme d'Or et les autres prix. Donc finalement, tout le reste du palmarès, ça compte, mais ça compte pas tant que ça. Et du coup, je trouve ça pas mal de donner parfois un excès de visibilité, notamment à la cérémonie, à un film qui va être moins en vue. C'est-à-dire que finalement, donner un grand prix à Atlantique de Mati Diop plutôt qu'à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, finalement Tarantino, si on lui donne pas la Palme d'Or, ça change pas grand-chose en fait. Il en a pas besoin, ouais. C'est comme voilà, et de la même manière, on aurait pu éviter de donner le prix de la mise en scène aux Dardennes qui Je te dis, il y a un contrat, il y a un truc, c'est pas normal, quoi. Mais voilà, donc c'est je pense Juste sur le Mati Diop, je n'ai pas vu le film. Par contre, le discours de Mati Diop à la cérémonie de clôture, elle et Lajli ont tous les deux fait monter leurs équipes sur scène, tous les deux étaient très impliqués. Enfin, c'était des discours très engagés, chacun de leur côté. Mais le discours de Mati Diop était quand même particulièrement long. On dirait qu'on avait mis une petite pièce dans la machine et qu'elle n'arrivait plus à l'arrêter, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions derrière tout ça, et elle partait dans tous les sens. Mais on sent que c'était très très émue, très très contente. Je l'ai vue ensuite à la conférence de presse et elle était vraiment vraiment très très émue, quoi. Je pense qu'elle savait pas ce qui lui arrivait, quoi. Elle a toujours pas réalisé
le truc, et pour elle c'était vraiment très fort, et elle disait moi déjà le fait d'être en compétition c'était quelque chose d'énorme pour moi, je m'imaginais pas au palmarès, et elle a évoqué quelques choses intéressantes. Elle a notamment souligné en conférence de presse le fait qu'elle était touchée de la présence de Kelly Reichardt dans le jury, parce que c'est pour elle une cinéaste très importante, et donc le fait qu'elle ait participé à lui remettre un prix, ça a beaucoup compté pour elle. Et aussi, elle a parlé de sa chef-op, qui est Claire Maton, qui est aussi la chef-op du film de Céline Sciamma. Qui commence à avoir une filmographie assez intéressante. C'était la directrice photo de L'Inconnu du lac, et elle avait été notamment, c'est ce film qui avait donné envie à Mati Diop de la choisir pour faire la photo du sien. Voilà, donc c'est un prix qui, en tout cas, a fait plaisir à la personne qui l'a reçu. C'est sûr. Et déjà, un peu surpris la salle, mais fait plaisir à la personne qui l'a reçu. Et c'est vrai qu'en salle de presse aussi, le film n'a pas été très très bien reçu par la presse. Il y a quelques défenseurs, j'en fais plutôt partie, mais c'était pas une évidence, contrairement à la Palme d'Or qu'on avait tous annoncé au moment du bilan, au moment où on a fait l'émission dessus. On en rêvait tous. C'est une Palme d'Or qui a été rendue à l'unanimité. Alejandro González Iñárritu l'a précisé. Je crois que la dernière fois que c'était arrivé, c'était la vie d'Adèle. Et elle est revenue à Parasite de Bong Joon-ho. L'explosion de joie dans la salle, mais vous n'avez pas idée, mais la folie furieuse, quoi. Les gens étaient au taquet. Mais vraiment, je pense que ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été Parasite, et quelqu'un foutait le feu à la croisette, quoi. Vraiment, notamment moi. Mais il y avait vraiment, c'était très impressionnant. Et derrière moi, j'ai toute une équipe de Coréens qui, à mon avis, sont proches de Bong Joon-ho, qui, quand le nom a été donné, mais vraiment, l'explosion de joie, c'était eux, c'était l'incarnation de l'explosion de joie. J'ai vraiment vu ça. C'était très beau, très très beau. Et voilà, donc c'est un film qui, dès la sortie de la projection, au plus au moment, alors il était vraiment présenté à mon avis une place préférentielle dans le festival, au cœur du festival, juste après le Tarantino, qui pour pas mal de gens était un peu une déception. Donc le fait de découvrir un film aussi enthousiasmant juste après une semi-déception, ça a fait son effet. C'est certainement un des meilleurs films d'un cinéaste qu'on attendait et qu'on aimait déjà beaucoup depuis plusieurs années. C'est un film extrêmement riche. Lors du bilan, que je vous invite à réécouter, on citait les plus beaux plans du festival. On en a trouvé 4 ou 5 à l'intérieur du même film. C'est un film très riche, qui est drôle. Dans le podcast qu'on a fait dédié à ce film-là aussi, on a beaucoup parlé justement de la densité d'information et de mise en scène, en fait, du film, qui est quand même... Voilà, là aussi c'était un bon prétendant au prix de la mise en scène, mais s'il avait le prix de la mise en scène, là j'étais très en colère. mais non, c'est un film, et puis faut le préciser, tu l'avais précisé hors antenne avec moi, c'est le premier film sud-coréen à remporter la Palme d'Or, donc c'était symbolique aussi. C'est très fort. Ça paraissait presque un peu indiscutable. Le film, dans une année de très bon niveau, paraissait au-dessus, sortait du lot, mettait tout le monde d'accord. C'est par ailleurs, alors j'avais dit que ça allait être le jackpot pour The Jokers en France, parce que le film sort le 5 juin, donc il sort tout maintenant. Il y a des avant-premières partout en France le mardi 28. 28 mai. Allez-y. Vous allez pouvoir le découvrir, vous allez pouvoir en parler. Ça peut potentiellement être un beau succès, parce que c'est un film assez grand public. Pour The Jokers, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, et The Jokers avait déjà fait un beau succès avec le dernier film de Park Chan-wook, qui je pense est un des plus gros succès de films coréens en France, qui avait fait, il me semble, pas loin de 400 000 entrées.
c'est peut-être qu'avec la Palme d'Or et avec ce film-là, qui, à mon avis, devrait bénéficier d'un excellent bouche-à-oreille, peut être un vrai beau succès. Après, ils le sortent pas sur beaucoup de copies le 5 juin. Ils le sortent sur 140 copies, a priori, en début. Même avec la Palme d'Or. Même avec la Palme d'Or, ils le sortent sur 140 copies. Mais l'idée, c'est de commencer petit pour peut-être s'élargir après. Mais 140 copies, ça veut dire qu'il est quand même assez présent, mais particulièrement dans les grandes villes. Donc il faut... prenez votre voiture, allez-y. Et puis il faudrait que le film s'installe dans la durée, quoi. Là, c'est ce qu'ils vont chercher à faire, je pense, avec cette idée de 140 copies. Et surtout que le prix a aussi reçu, donc la Palme d'Or évidemment, mais aussi le prix des cinémas d'art et essai, les prix AFCAE. Ouais. Et donc ça veut dire qu'en fait, il s'assure une double place, en fait, parce qu'avec la Palme d'Or, les grands circuits vont l'accueillir plus facilement. Et les films des cinémas d'art et essai voilà, il y a une récompense qui va avec ça. En gros, ça veut dire qu'il sera aussi présent dans les cinémas un peu plus petits. Donc je pense à peu près en deuxième, en prolongation de sortie. Mais en tout cas, il s'est assuré une belle place dans l'ensemble du paysage de cinéma de France, quoi. Et c'est une belle palme pour réconcilier le festival avec le public, parce que pour le coup, c'est un film très populaire. C'est un film pour le public, quoi. Voilà, on a fait un peu le tour du palmarès. Du coup, il y a quelques noms qu'on n'a pas cités, des absents, notamment Quentin Tarantino, Ken Loach, Terrence Malick. Tous sont passés à travers sur ce palmarès. Alors, Xavier Dolan, qui est très Xavier triste. Dolan, bon, La rumeur dit qu'il pleure beaucoup. c'est très probable. Il est très très déçu de ne pas avoir eu le prix. S'il n'avait pas eu quoi qu'il arrive sans la palme, il était triste. Il va falloir se remettre au boulot. Et puis, du coup, Pedro Almodóvar n'a toujours pas la Palme d'Or. Il va falloir peut-être réessayer plus tard. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient une sorte de running gag et ça devient difficile. Il aura une Palme d'Or d'honneur. Ah ouais, malheureusement. Il faut de ça. Mais voilà, après, plus les films passent, voilà, Tout sur ma mère, La Piel qui habito, les occasions ont été malheureusement manquées. Et surtout que ce film-là est quand même un film un peu somme, un film un petit peu qui cite beaucoup de sa filmographie. Il est sur lui. Il y a un côté presque testamentaire dans ce film-là. Et c'est vrai que donc c'est un petit peu gênant. Tu te dis après ça, ce serait dommage. Là, c'était le film des films de Pedro Almodóvar. Et donc, c'est vrai que ça aurait été le bon moment. Et finalement, c'est pas mal que le jury soit pas tombé là-dedans. Complètement. Et voilà, le film qui a été récompensé, il a été récompensé pour ce qu'il est. Et ça se discute pas trop. Tu voulais ajouter un truc? Oui, je tenais juste à préciser que le film dont j'ai beaucoup parlé, La Cordillère des songes de Patricio Guzmán, que j'aime plus que Tout d'amour, a eu un prix. Donc, mais parce qu'à côté, il y a alors, c'est vrai qu'à Cannes, il y a à peu près 250 millions de prix remis. S'il n'a pas de prix, c'est que vraiment on n'a pas de bol quand même. Et où il faut se poser des questions. Mais en tout cas, ou qu'on a Abdelatif Kechiche, qui a vraiment apparemment énervé beaucoup trop de monde pour recevoir un prix. Et donc, La Cordillère des songes a eu le prix de l'Œil d'Or, qui est un prix du documentaire. Voilà, qui était, je crois, présidé par Roman Bohringer. J'ai pardon de dire une bêtise, mais je crois qu'il était présidé par Roman Bohringer. Et donc, il a eu le prix du documentaire. C'est un prix intersection. Toutes les sections confondues, comme la Caméra d'Or, en fait, pour récompenser le documentaire, parce qu'il y en a très peu à Cannes en réalité, des documentaires, très très peu. Et dans les autres prix, on peut citer Céline Sciamma qui a aussi eu la Queer Palm, Quentin Tarantino qui a eu la Palme Dog, très méritée. La Palme Dog, totalement pour le meilleur chien. Et sans surprise, Malik qui a eu le prix œcuménique. Et là, ah bon? Voilà, donc tout ça est assez logique. On en a terminé avec Cannes 2019. Merci Perrine. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette quinzaine. Merci Solène et Quentin pour la réalisation de tous les épisodes. Merci à Camille, à Juliette pour la prod. Merci à toute l'équipe de Binge.audio. Retrouvez l'intégralité des épisodes consacrés à Cannes 2019 sur Binge.audio, donc Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À l'année prochaine peut-être. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.